Bonsoir à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ce soir, en fait, je vais partager avec vous une histoire d'un de mes business que j'ai fait en Afrique qui a complètement échoué. Donc, je vais vous dire ce que j'en ai tiré comme leçon à la fin de la vidéo. Donc, c'est une histoire, en fait, qui s'est passée en 2016. Donc, déjà, pour la petite histoire, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai ma structure de conseil et d'accompagnement aux entreprises ici en France. Donc, je propose des services d'engineering, des services de consulting, l'accompagnement de projets, gestion de projets aux industries. Donc, je suis plus en mode B2B. J'ai créé cette entreprise en 2014, donc jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise continue à fonctionner. Je continue dans ce domaine-là. C'est mon activité principale jusqu'à ce que je commence ma partie accompagnement et coaching. Donc, la petite histoire, comme je disais en introduction, en 2016, j'ai décidé donc de créer une filiale au Cameroun et ça a été un échec cuisant, un échec total. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, si on revient d'abord en 2014. En 2014, en fait, quand j'ai créé ma société en France, j'ai tout de suite commencé à avoir des contrats parce que mon premier client a été mon employeur à l'époque quand j'étais salarié. C'est lui qui m'a ramené mes premiers contrats. Donc, j'ai pas patienté avant d'avoir mes premières missions. Dès que j'ai créé ma société, j'ai eu mes premières missions et ça marchait très bien. Donc, j'ai travaillé comme ça pendant 2 ans dans un milieu qui était très favorable, il y avait beaucoup de projets, j'avais beaucoup d'opportunités que je réussissais à concrétiser. Et j'avais aussi des collaborateurs qui étaient très dynamiques, donc la société fonctionnait très bien. 2014, 2015, 2016, c'était de très belles années où je faisais de très bons chiffres. La croissance était au rendez-vous, tous les voyants étaient ouverts. Donc, en tant que bon fils d'Afrique, donc en tant que afro-optimiste, quelqu'un qui croit à l'Afrique, j'ai donc décidé en fait que vu que je crois au développement de l'Afrique, je vais essayer de m'implanter sur le continent, donc pour pouvoir proposer les services, l'expertise que j'ai aux entreprises locales, pour qu'elles aussi puissent profiter de cette expertise-là pour grandir et augmenter leur chiffre d'affaires et faire bien fonctionner leur industrie et ainsi de suite. Donc, je décide en 2016, après avoir déjà bien turbiné en France, avoir de bons chiffres, j'avais un bon pactole, une bonne trésorerie, tout ça, d'investir donc pour ouvrir une succursale ou ouvrir une entité de ma société au Cameroun. Donc, je décide donc de commencer à faire des allers-retours au Cameroun. J'y allais déjà avant ça, mais je décide d'y aller un peu plus fréquemment. Donc, je décide de recruter des collaborateurs, je décide de prendre des bureaux. Enfin, je prends des bureaux, je crée une structure locale qui est une personne morale, une société qui va porter l'activité locale. Donc, je commence l'activité. Et je commence dans la prospection aussi parce que j'avais déjà fait une petite étude avant. J'avais vu qu'il y avait vraiment le besoin, que les entreprises avaient vraiment les vrais problèmes que j'avais identifiés et que je pouvais apporter la solution. Donc, je décide donc de la prospection. Je commence à prospecter sur place quand j'ai créé toute cette partie administrative et avoir des collaborateurs avec qui je pouvais travailler. Donc, je commence la prospection. En ce moment, j'allais au Cameroun à peu près une fois tous les 2 mois. J'y allais assez fréquemment. Donc, quand j'allais forcément rencontrer les prospects que j'avais, les opportunités que j'avais décrochées. J'allais suivre ça pour voir comment j'allais pouvoir concrétiser certaines. Donc, ce qui se passe, c'est quoi en fait? C'est que quand on est au Cameroun, qu'on crée une entreprise comme ça, quand on commence et qu'on n'est pas sur place, on va forcément passer par des intermédiaires pour pouvoir avoir accès aux bonnes personnes qui vont forcément vous donner des opportunités pour que vous puissiez les concrétiser en projet et pouvoir commencer à travailler et faire du chiffre d'affaires. Donc, j'ai rencontré des intermédiaires sur place. Il y avait des personnes qui étaient correctes, c'était des personnes qui étaient pas malhonnêtes et qui ont pu m'introduire auprès des personnes qui avaient des opportunités. Après, il y avait des intermédiaires qui étaient bien sûr pas corrects et qui je me suis fait abuser, tout simplement, qui ont pris l'argent et n'ont pas donné suite. Mais le souci n'est même pas là. Le souci, en fait, c'est que quand tu rencontres des personnes qui t'introduisent vers d'autres personnes, en fait, en Afrique et généralement au Cameroun, mais dans d'autres pays aussi, on est bien ce qu'on appelle ton offre de service. C'est-à-dire, quand tu arrives dans une entreprise pour présenter ton entreprise, ce que tu sais faire, on te demande quelle est ton offre de service, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux faire pour nous. Ce qui est bien, je n'ai rien contre ça. Donc, tu défends ce que tu peux faire, tu identifies les problèmes, tu fais une belle présentation PowerPoint, c'est ce que je faisais tout le temps quand j'allais. J'avais un très beau PowerPoint qui présentait tout ce qu'on avait identifié comme problème, ce qu'on amenait comme solution, comment est-ce qu'on fonctionnait, qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus à la société. J'avais tout ça. Donc, je réussissais toujours à arriver à ce niveau-là auprès des gens, à pouvoir avoir les bons contacts qui pouvaient maintenant écouter mon offre et pouvoir me donner des opportunités. Mais le souci, c'est quoi? Le souci, en fait, c'est que
premier souci, en fait, c'est que quand toi, quand tu viens une fois tous les 2 mois, surtout dans l'étude de problème qu'on avait organisé, quand tu n'es pas là fréquemment, il y a d'autres qui passent après toi et qui sont là tous les jours et qui sont déjà là pour rafler les opportunités que peut-être tu as détectées. Et eux, ils sont là tous les jours. Donc, forcément, quand toi, tu viens, ils ont déjà peut-être pris ce que tu avais détecté comme opportunité 2 mois après, quand tu viendras plus tard. Ça, c'est un premier point. Mais ça, c'est encore un détail. Mais c'est même pas ça le problème. Le problème, en fait, c'est que j'ai appris aussi qu'au Cameroun, quand les gens te parlent, il faut enlever la TVA. C'est-à-dire que les gens ont grossi beaucoup ce qu'on dit. Les gens sont beaucoup de vendeurs d'illusions. Et ça peut être problématique. Ça peut être très problématique. Mais le réel souci qui a fait que l'entreprise ne fonctionne pas, qui a fait que j'échoue, c'est parce qu'en fait, quand on est dans ce cadre-là, les gens voient que tu n'es pas sur place et on tombe sur des gens qui veulent t'abuser, en fait. Les gens t'abusent. C'est-à-dire, moi, je rappelle plein d'histoires où j'étais ici en France. J'ai une opportunité que j'ai détectée localement. J'ai quelqu'un avec qui je suis en contact depuis des mois. On a fait une affaire qu'on va certainement décrocher, qu'on travaille d'arrache-pied pour la décrocher. Il t'appelle, il te dit oui, j'ai vu un costume que je veux que tu me gardes la prochaine fois. J'ai vu une paire de chaussures, machin. En fait, il te demande pas ça dans le cadre de votre opportunité, il te demande ça gentiment, mais tu comprends indirectement que c'est peut-être ça qui va influencer pour que peut-être ton dossier avance. Donc moi, je ne compte pas le nombre de voyages que j'ai fait avec des costumes dans le sac, avec des vins dans le sac, avec des champagnes dans le sac. De façon indirecte, c'était dans la tête, tu disais peut-être tu vas donner ça à la personne, il va pouvoir influencer ton dossier et ça va avancer rapidement. Mais que nenni. C'est quelque chose que je ne recommande pas, hein, franchement. Mais bon, on a fait ça à l'époque parce qu'on était jeunes, on voulait faire des choses. Donc, déjà, c'est la première truc, en fait, qui en fait que tu échoues. Parce que chaque fois que tu viens, on essaie maintenant chaque fois de t'appâter avec quelque chose. Parce qu'on sait qu'à ton prochain voyage, on va te demander une paire de chaussures, un costume ou une veste ou quelque chose comme ça. Donc, chaque fois que je voyageais, j'avais mes 2 fois 23 kilos remplis de cadeaux pour les gens. On c'était les dépenses. Sans compter quand tu arrivais sur place, tu dois amener les gens au resto tous les soirs, hein, parce que quand j'arrivais sur place, je ne durais pas. Je venais peut-être faire 5-6 jours. Et chaque fois que j'arrivais sur place, tu vas forcément amener les gens manger au resto, tu vas les amener boire le vin, tu vas les amener se balader un peu. Donc, tu vas bien les entretenir dans l'espoir, certainement que tu vas décrocher quelque chose plus tard. Mais non, pas du tout. J'ai fait ça pendant peut-être 6-7 mois où je faisais tout ça, mais rien n'est tombé. Donc, j'étais peut-être pas avec les bonnes personnes, mais ça ne marchait pas. Ensuite, l'autre point, c'est que il y a des gens qui sont très forts, hein, qui sont très forts en Afrique. Ils t'appellent, tu dis bon, le lundi, ils t'appellent, tu dis là, il faut que tu viennes là, parce que on a présenté ton offre au boss, au patron, il est très intéressé. Il faut que tu prennes le vol et que tu sois là avant jeudi ou vendredi, parce que là, c'est chaud là, il faut que tu viennes. Tu te débrouilles, tu prends ton vol. Tu trouves un billet avec les derniers avec un billet en urgence qui te coûte un peu plus cher qu'un billet normal. Mais tu sais que l'opportunité, tu vas peut-être la signer, tu fais tes calculs et c'est bon et tu fonces. Tu es arrivé sur place et quand tu arrives sur place jeudi ou vendredi, on te dit que la personne que tu venais rencontrer est partie au village, peut-être pour le deuil et peut-être pour autre chose et qui va revenir peut-être que mardi ou mercredi. Pourtant, toi, tu étais venu juste pour le rencontrer et peut-être tu as pris ton billet d'avion pour rentrer dimanche. Là, qu'est-ce que tu fais? Donc forcément, ce que tu fais, c'est que forcément, comme tu as d'autres engagements en France, tu restes 3-4 jours sur place, tu passes sans voir la personne, alors que la personne t'attendait. Donc j'ai eu des cas comme ça, je ne compte pas, j'ai eu des cas comme ça des dizaines de fois, où on te dit que viens, le boss est là, le boss a vu l'offre, le patron a vu l'offre, il veut que tu viennes discuter avec lui, là, il est chaud, là, il va te signer un truc là tout de suite. Tu prends le vol, on te dit que le mec il est parti en mission, le mec il est parti au village se reposer, mais c'est pas possible quoi. Je suis venu, j'ai fait 7000 km, je viens de France, 7 heures de vol. Pour 27 heures de vol, pardon, pour venir ici, voir quelqu'un, vous me dites qu'il est parti, machin. Mais, et ça c'est des dépenses en fait. Là, on brûle du cash et les résultats sont zéro. Ça, c'est des cas qu'on rencontre. Après, il y a d'autres cas aussi où quand on va voir des personnes, je me rappelle encore une autre histoire, où je suis allé voir quelqu'un, là, je voulais proposer des services énergétiques à un public un peu plus large, donc j'avais commencé quand j'avais un peu vu que ça calait côté B2B, je voulais commencer à passer par l'État, passer par les services du ministère de l'Énergie. Et je me rappelle une histoire, on m'a présenté quelqu'un qui avait une bonne position, qui avait moyen d'influencer la décision. Et j'arrive dans son bureau, je présente ma solution, je présente comment est-ce que je vais révolutionner le monde de l'énergie au Cameroun, comment est-ce que je vais faire que les ménages consomment moins, comment je vais faire que l'énergie consommée pourra être réduite pour qu'elle soit introduite sur le marché. Bref, je fais un discours commercial qui est parlant, qui porte vraiment, qui a un vrai impact. Mais le mec à la fin, c'est comme s'il m'a même pas écouté.
Il me dit, bah, de toute façon, c'est bien ce que tu dis, mais moi, j'ai 3 enfants à la maison, j'arrive pas à payer le taxi le matin, j'ai ma voiture qui est au garage depuis 3 semaines, j'arrive pas à la démarrer, parce que machin, j'ai plus le budget, voilà, je suis maintenant sous-secrétaire, entre guillemets, j'ai plus le budget, j'ai plus la main pour pouvoir faire quoi que ce soit, donc, ton offre là, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc là, tu te dis, bah, je suis pas habitué, qu'est-ce qu'on fait, comment? Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu te dis, va réfléchir, tu viens, quoi. Donc quand tu te confrontes à ça, tu te dis, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends pas trop ce qu'il veut. Parce que normalement, si tu veux faire certaines choses qui sont pas dans le cadre légal, il y a quand même une façon de faire. Donc tu ne sais pas ce que tu vas faire. Donc forcément, tu laisses tomber l'opportunité, tu vas pas plus loin. Donc il y a tellement d'histoires comme ça qui ont fait en sorte que j'ai donc travaillé comme ça pendant presque une année où j'ai brûlé du cash. Et pendant ce temps, tes collaborateurs que tu as recrutés, tu les payes. Tu les payes, tes locaux, tu les payes, tes charges sont là. Et derrière aussi, une autre erreur aussi, c'est que les collaborateurs que j'avais n'étaient pas des personnes fiables. Ça, c'est aussi un vrai problème qu'on a en Afrique, c'est la ressource. De grâce, nos frères qui sont en Afrique, nos frères qu'on emploie, de grâce, soyez plus consciencieux et plus corrects en fait. Moi, je me rappelle, j'avais un commercial, lui, il foutait rien en fait. Je le payais et à l'époque je payais des commerciaux. J'avais un salaire qui était quand même assez élevé parce que je savais pas comment payer les commerciaux locaux. Moi je payais parce que je me disais il faut qu'il ait un niveau de vie qui est correct. Donc je payais un salaire qui était correct pour que je me dise s'il a une femme, s'il a des enfants, s'il a un loyer, il faut qu'il se retrouve bien dans sa vie et qu'il s'en sorte. Donc je le payais un fixe qui était correct. Je me disais s'il vend, s'il fait des projets comme c'était des projets qui avaient de gros montants, il a une commission et ça va gonfler son salaire. Mais sa base était très bonne. Mais c'était la grosse erreur en fait, parce que sa base était très bonne et comme ça, il ne foutait rien le mec. Il ne foutait rien. Comme il savait que j'étais là de temps en temps, je lui disais qu'on fasse des points par mail, des points téléphoniques. Quand je l'appelle, il me dit oui, je suis à tel endroit, mais il n'est jamais à l'endroit quoi. Donc à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tout ça, donc on ne pouvait rien contrôler. Donc le mec, il m'a fait presque 8 mois avec moi, il m'a pas amené un seul contrat et je l'ai payé pendant 8 mois à ne rien faire. Donc, même quand je venais sur place, je créais une opportunité et qu'il devait suivre, ben, le mec il suivait pas. Ou peut-être il allait une fois là-bas de temps en temps, mais il faisait pas le boulot quoi. Donc ça c'est aussi une grosse connerie en fait qui a été faite, c'est que j'ai trop fait confiance directement à des personnes, à des collaborateurs qui ont abusé de ma confiance parce que j'avais cette mentalité occidentale où il faut que les gens soient bien pour pouvoir rendre le bon service, mais non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, j'ai vraiment échoué, c'est-à-dire j'ai vraiment dépensé, je sais même pas, j'ai dépensé beaucoup d'argent entre les voyages que j'allais tous les 2 mois au Cameroun, entre les collaborateurs que je devais embaucher je payais des salaires tout le temps parce que si quand on embauche des personnes avec une mentalité qu'on a qui est correcte, on ne veut pas qu'ils passent un mois sans salaire. Donc, même si la boîte ne tourne pas, on s'est dit, on va quand même les payer. Donc, je payais des salariés sans aucun chiffre d'affaires qui rentrait. Je payais des locaux. Je payais les charges sociales, je payais un expert comptable, je payais et rien ne rentrait. Au bout d'un an, tu te dis, bon, qu'est-ce que tu fais? Voilà un an que tu investis beaucoup d'argent, tu n'as rien, tu as bien sûr donné des costumes et des chaussures à des personnes qui ne t'ont pas, il y a pas de suite. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai donc décidé de fermer, d'arrêter. Donc j'ai dit c'était un échec, je l'ai pris comme un échec parce que j'avais beaucoup misé dessus. Je l'ai pris comme un échec et j'ai pris le temps de réfléchir. Donc j'ai fermé ça, je me suis séparé de mes collaborateurs, j'ai rendu mes locaux que j'avais et toutes les pistes que j'avais ouvertes, j'ai complètement fermé. Donc je suis complètement reparti sans rien. Et c'était un échec cuisant parce que j'avais dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et j'avais un peu aussi lésé ma société ici parce que quand on est tout le temps entre tous les 2 mois entre 2 vols, c'est pas évident forcément de suivre des 2 côtés avec la même assiduité. Mais bon, j'ai pu reprendre le cours d'ici et ça fonctionne mieux. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de cet échec-là et c'est les leçons que je partage avec vous en fait. Il y a 4 ou 5 leçons que je partage avec vous pour que si vous souhaitez aussi vous lancer en Afrique dans un créneau qui n'est peut-être pas en B2C, peut-être en B2B, il y a des choses qu'il faut regarder de près, il faut faire attention. La première leçon que je partage avec vous en fait, c'est faut pas viser gros tout de suite. Faut pas viser gros tout de suite. Moi, c'est la première erreur que j'avais faite. J'étais passé pour créer ma personne morale, ma société. J'étais passé par un cabinet d'avocats, pas un expert comptable qui m'avait coûté la peau des fesses pour pouvoir créer des statuts, immatriculer une SARL, tout ça. Ça, c'est la première erreur à ne pas faire. C'est d'investir un paquet pour créer sa boîte, quoi. Commencer peut-être avec un petit établissement, parce que l'établissement, c'est un truc qui marche bien. C'est comme une personne physique ici. Donc, il n'y a pas beaucoup de frais, beaucoup de charges pour la créer. Commencez petit. Et prenez de l'argent qui va être produit par votre activité pour pouvoir créer un truc plus gros.
Si vous êtes seul, c'est mieux de commencer petit. Si vous êtes avec des associés, des actionnaires, vous pouvez aller tout de suite grand. Mais si vous êtes seul, commencez petit. Et derrière, quand vous êtes petit, vous maîtrisez plus votre comptabilité. Parce que quand c'est une personne morale, il faut prendre un expert comptable qui va faire la comptabilité. Il faut faire les bilans, même s'il n'y a rien de tout ça. C'est des frais incompréhensibles. Moi, je me rappelle comment mes frais incompressibles par an. Quand j'avais fini quand j'avais fermé, j'étais à peu près 800 000 francs, juste pour l'expert comptable. Entre les comptabilités qu'il fait chaque mois, que tu fais du chiffre d'affaires ou pas, tu dois le payer. Entre le bilan annuel qu'il fait tout le temps, parce qu'il fait le bilan à la fin d'année, tu dois le payer, même si ton bilan est nul, tu dois le payer pour qu'il signe. Entre les déclarations de TVA, les déclarations des salariés, tout ça, je trouvais à 800 000 ou 900 000 euros, 900 000 francs CFA, pardon, à la fin d'année. Sans rien, quoi. Donc, sans rien, sans compter les frais que j'ai payés pour créer la société, à l'avocat et à lui. Donc, première leçon, commencez petit. Commencez par une petite société qui va vous coûter pas cher à immatriculer. Aujourd'hui, vous pouvez prendre l'établissement ou un équivalent pour commencer votre activité. Et pas besoin de prendre un comptable, pas besoin de prendre un expert comptable, pas besoin de mettre beaucoup de frais au départ. Vous commencez petit et c'est en grandissant que vous pouvez changer de structure pour commencer à viser plus grand. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, en fait, c'est de faire attention à vos collaborateurs. Le premier succès d'une entreprise comme ça qu'on fait sur place, c'est les collaborateurs qu'on choisit. Et n'ayez pas peur de virer les gens rapidement. C'est-à-dire, moi, j'avais cette capacité, moi, j'avais ce côté où je disais, bon, non, je veux le virer, il va faire quoi de sa famille, de sa femme, de ses enfants, tout ça, machin. Mais lui, dans son côté, il ne te dit pas ce que toi, tu vas faire. Il s'en fout, en fait. Tu as investi de l'argent, tu as mis un capital pour faire tourner ta boîte, mais lui, il est peinard. Donc, moi, j'ai gardé quelqu'un pendant 8 mois qui m'a ramené aucun contrat. J'aurais dû le virer au bout du 2e, 3e mois. Mais je me disais, si je le vire, comment est-ce qu'il va faire, machin? Il faut arrêter ça. Il faut trancher dans le vif. Quand la personne ne remplit pas le contrat pour lequel vous l'avez recruté, virez-le. Virez-le. Donc, laissez un peu ce côté, on va dire, ce côté un peu fleur bleue. Parce que moi, à l'époque, j'étais fleur bleue. Laissez un peu ce côté fleur bleue. Et tranchez dans le vif. Quand il y a un qui ne fait pas l'affaire, ne perdez pas le temps. Donnez-lui peut-être une chance, une 2e chance, mais pas de 3e chance. Surtout quand c'est un commerçant qui doit ramener du chiffre, s'il ne fait pas l'affaire, vous le virez tout de suite. Donc, les collaborateurs, il y en a des bons, il y en a des pas bons. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être tombé sur des personnes qui sont plutôt consciencieuses et qui permettent à ce qu'on travaille convenablement. Mais n'hésitez pas à changer de collaborateur, à virer les gens, prendre de nouveaux. Il y a de bonnes ressources sur place, comme il y a de mauvaises ressources sur place. C'est à force de tester les gens que vous allez certainement tomber sur les bonnes ressources. Et ne vous faites pas une idée tout de suite néfaste si vous tombez sur une ressource qui n'est pas bonne. Ça ne marchera pas. Donc, testez les gens, essayez et vous allez pouvoir vous en sortir comme ça. La 3e leçon, c'est de faire une activité qui va dépendre le moins possible de l'État et des gros décideurs des industries pour démarrer. Parce que c'est les 2 points-là qui vont vous plomber. C'est ça qui m'a plombé. J'étais dans un créneau où je dépendais des gros décideurs ou des appels d'offres de l'État. Et quand vous commencez, évitez ça. Évitez de faire un business qui va dépendre de ces paramètres-là. Faites un business qui a peut-être un B2C direct. Donc, vous allez peut-être faire quelque chose, vous allez vendre directement au consommateur sans intermédiaire. Donc, tout de suite, vous encaissez votre pognon sans rien faire. Ou maîtrisez toute la chaîne de votre business, en fait. N'ayez pas quelqu'un qui peut bloquer ou quelqu'un qui peut, vous mettre en pétard, tout simplement. Parce que c'est le cas, ça va être compliqué pour vous. Moi, ça a été le cas. Moi, je dépendais des gros décideurs et ça n'a pas marché. Donc, faites attention quand vous démarrez de prendre un business qui va dépendre forcément d'un décideur, à moins que vous ayez un réseau, entre guillemets, d'influence qui est assez fort. Mais évitez ça. Prenez un truc qui est simple pour démarrer. Prenez un truc où vous êtes sûr de maîtriser toute la chaîne, où vous ne devez pas dépendre de quelqu'un. Vous allez grandir comme ça, et plus vous allez être costaud, plus on va vous respecter, et plus vous pourrez maintenant discuter de façon équitable avec des gens qui ont peut-être un certain pouvoir de décision. Mais quand on démarre, on ne peut pas. Quand on démarre, il faut démarrer tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et la leçon numéro 4, en fait, qui est la leçon que je pense la plus importante qu'il faut partager, c'est de ne surtout pas se décourager. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Quand je dis surtout pas, c'est surtout pas. Parce que c'est ce que moi j'ai fait, j'ai pas baissé les bras. J'ai eu cet échec-là qui m'a coûté du temps, de l'argent, de l'énergie. Ça m'a même failli me mettre en péril ici avec mes proches parce que j'étais au Cameroun tout le temps. Mais je ne suis pas découragé. J'ai appris de cet échec-là et par la suite, j'ai créé une autre société ça fait 3 ans aujourd'hui qui fonctionne bien.
qui avait déjà développé aussi d'autres activités autour de cette société-là qui marche bien. Donc, leçon numéro 4, c'est de ne pas surtout baisser les bras. Ne baissez pas les bras, même s'il y a un échec, levez-vous et repartez au combat. Surtout si on croit à l'Afrique, comme moi je crois à l'Afrique. Cet échec-là aurait pu me mettre à terre pour que je n'y aille pas du tout et que j'arrête. Mais je suis allé et aujourd'hui, je pense que de ce que j'ai appris par rapport à la première expérience, je le mets en pratique dans la seconde expérience. Et ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai une structure au Cameroun qui fournit des services en énergie et qui fonctionne plutôt convenablement bien. Donc, leçon numéro 4, ne vous découragez surtout pas. La leçon numéro 5, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, surtout en Afrique. Moi, j'ai préféré faire cette activité dans l'énergie qui fonctionne, mais je me suis diversifié. C'est-à-dire, je suis dans l'élevage, je suis dans l'agriculture, je suis dans le foncier et je suis aussi dans l'énergie. Donc, quand vous avez les œufs qui sont pas dans le même panier, vous êtes diversifié comme ça. Au moins, s'il y a un qui ne fonctionne pas, il y a l'autre qui va fonctionner, quoi. Donc, mais démarrez avec une chose déjà que vous allez solidifier, que vous allez pouvoir rendre ça viable, pérenne, avant d'aller faire autre chose. Mais il est intéressant de se diversifier dès que c'est possible, en fait. Dès que vous avez cette capacité, que ce soit la capacité matérielle, humaine, financière, de vous diversifier, faites-le. Parce que surtout en Afrique, quand vous dépendez juste d'une seule activité, d'un seul business, ça peut être assez problématique pour vous. Donc moi, j'ai appris que si j'avais peut-être une autre activité à l'époque qui payait les dépenses que j'avais par rapport à ce que j'engageais sur la société, j'aurais peut-être été moins défaillant, peut-être j'aurais pu supporter certaines charges, mais je n'avais rien. Donc, essayez donc de vous diversifier, de ne pas mettre les deux dans le même panier. Et ça vous permettre justement seulement s'il y a un côté qui marche moins bien, l'autre côté pourra mieux marcher, quoi. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous ce soir. C'est cet échec-là que j'ai eu via cette société-là qui m'a appris plutôt à aller de l'avant. Et vous aussi, si vous avez commencé quelque chose en Afrique, si vous envisagez de commencer quelque chose en Afrique, surtout ne vous découragez pas. Surtout, écoutez ces 5 leçons-là, écoutez ma petite histoire que j'ai racontée. Faites attention aux gens sur place. Choisissez les bons collaborateurs. Ne baissez pas les bras et cherchez une activité ou un business où vous allez peut-être avoir moins d'interactions possibles avec des décideurs qui peuvent vous empêcher de pouvoir exploser et pouvoir conclure des affaires. Et surtout, faites attention aux intermédiaires parce que si vous avez de mauvais intermédiaires, c'est eux qui risquent de vous planter. Donc, c'était la vidéo de ce soir que je partage avec vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.